Bonjour à tous, nous voilà partis pour la séance du 6 avril 2021, durant laquelle j'exposerai ce qu'ont été les premières tentatives théoriques de construction d'un système astronomique à l'intérieur de ce que j'ai appelé l'univers des deux sphères. L'univers des deux sphères, je le rappelle, c'est cet univers que l'on représente comme deux sphères emboîtées l'une dans l'autre, une très grande, une immense sphère, celle qui porte les étoiles fixes, au centre de laquelle se trouve une autre sphère beaucoup plus petite, qui est la Terre. C'est donc à l'intérieur de cette représentation générale qui va durer en fait jusqu'à la révolution introduite par Copernic au XVe siècle. C'est à l'intérieur donc de ce schéma général que vont s'inscrire les différents modèles que je vais maintenant évoquer. Il faut, et c'est ce que j'avais annoncé, je crois, en terminant la dernière fois, le 30 mars, il faut néanmoins dire quelques mots avant de présenter ces modèles intégrés au système général des deux sphères. Il faut présenter quelques hypothèses alternatives, quelques théories rivales sur lesquelles je ne m'attarderai pas, mais à propos desquels vous pouvez trouver tous les renseignements que vous voulez. Les articles de Wikipédia sont, comme très souvent, excellemment réalisés. Donc, je ne ferai que quelques allusions vraiment très rapides à ces théories. Je vais les énumérer bientôt. Avant de les considérer, ces théories rivales de l'univers des deux sphères, il faut bien comprendre que cette expression d'univers des deux sphères ne désigne pas un système cosmologique particulier, mais un cadre très général à l'intérieur duquel vont s'inscrire les différents systèmes proposés par l'astronomie grecque jusqu'à la révolution introduite par Copernic. Une fois que vous vous êtes représenté ce schéma très général, vous comprenez que, à la surface de la Terre, un observateur quelconque se trouve placé sous une coupole hémisphérique, c'est-à-dire une demi-sphère, et il peut voir du point où il se trouve tout ce qui a lieu dans le ciel au-dessus d'un plan, le plan de base de cette demi-sphère, puisqu'une demi-sphère a un plan de base, celui qui coupe la sphère en deux, si vous voulez, à son équateur. Eh bien, depuis n'importe quel point de la Terre où il se trouve, un observateur a accès au spectacle de tout ce qui se trouve au-dessus du plan de base tangent à la sphère terrestre sur laquelle il est posé. Je suis posé à un certain endroit, en un certain lieu de la sphère terrestre, et si je considère le plan tangent à ce point où je me trouve sur la sphère, ce plan dessine la base d'une demi-sphère qui est le spectacle céleste qui, de jour comme de nuit, m'est offert. Alors voici maintenant quelques propositions astronomiques qui vont faire le choix de ne pas se situer à l'intérieur du schéma général que je viens de présenter. Alors il faut dire quelques mots d'un système assez étrange, celui qui a été proposé par un pythagoricien qui a vécu au 5e et 4e siècle avant notre ère, un pythagoricien qui a laissé des écrits tels qu'ils nous en demeurent aujourd'hui. Il nous en a été transmis quelques fragments suffisants pour se faire une idée de la représentation qu'il proposait de l'univers. Ce pythagoricien, c'est Philolaos. Philolaos, P-H-I-L-O-L-A-O-S, Philolaos, qui, lui, propose la construction suivante. Au centre de l'univers, il ne met pas, comme dans l'univers des deux sphères, la Terre. Au centre de l'univers, il met ce qu'il appelle le feu central. Ce feu central n'est pas le Soleil. Le système de Philolaos n'est pas un système héliocentrique comme le sera celui de Copernic et comme le sera aussi, très peu après lui, au IIIe siècle, celui d'Aristarque, sur lequel je vais m'attarder très bientôt.
Donc, ce système de Philolaos, il met au centre de l'univers un feu central et il fait graviter la Terre autour de ce feu. La Terre décrit un mouvement circulaire, uniforme, ça c'est la contrainte générale, autour du feu central. Mais cette Terre tourne autour du feu central de telle façon que elle présente toujours la même face en direction de ce feu, la face intérieure de son cercle de rotation, si vous voulez, et toujours la même face vers l'extérieur du cercle de rotation. Or, c'est sur cette face extérieure que nous habitons, nous, humains, en tout cas, nous, humains, au moins grecs, du bassin méditerranéen, nous habitons sur la face extérieure de la Terre en rotation autour du feu central, ce qui a pour conséquence que ce feu central, nous ne le voyons jamais. Si nous tournions autour de la Terre en traversant les méridiens, nous finirions par voir ce feu central, sauf que probablement nous serions empêchés de le voir par une planète que Philolaos intercale entre le feu central et la Terre, qui tourne elle aussi autour du feu central, en même temps que la Terre, une planète, si vous voulez, jumelle, une planète sœur de la Terre, qui tourne exactement à la même vitesse que la Terre, entre la Terre et le feu central. Il appelle cette planète, Philolaos, l'antiterre. Alors, pourquoi cette antiterre, que personne ne voit jamais non plus, puisqu'elle se trouve, elle ne se trouverait visible que de la face intérieure du cercle de rotation de la Terre? Pourquoi cette antiterre? Très certainement pour des raisons qui tiennent à des principes de numérologie pythagoricienne. Je vous l'ai dit, les pythagoriciens accordaient une très grande importance aux nombres et considéraient même que les nombres étaient la structure même de l'univers, ce qui les amenait à accorder un privilège particulier à certains nombres. Eh bien, le nombre privilégié pour les pythagoriciens, je crois que je l'avais dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps, le nombre privilégié, ce n'est pas le nombre porte-bonheur 7, par exemple. Non, ce n'est pas non plus un nombre porte-malheur comme le 13, c'est le nombre 10. C'est le nombre 10 et c'est pour porter le nombre de planètes à 10, probablement, on peut supposer que Philolaos a introduit cette antiterre. La Terre, donc, gravite autour du feu central. Derrière elle, entre le feu central et la Terre, l'antiterre. Et au-delà, entre la Terre, entre le cercle de rotation de la Terre autour du feu central et la sphère des étoiles fixes, eh bien, alors se trouvent les autres astres dont l'astronomie est tenue d'expliquer les mouvements, à savoir le Soleil, la Lune et les 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Alors, je ne donne pas plus de détails sur la structure de ce système, et du reste, nous en savons très peu, nous en savons à peine plus que ce que j'ai pu vous dire, mais c'est un fait que Philolaos, dont la théorie ne dépassera très probablement pas la petite communauté de ceux qui, sans doute héritiers de Pythagore, étaient réunis autour de lui. Mais cette théorie ne fera pas d'adeptes, peut-être parce qu'elle imposait à la Terre un mouvement autour du feu central auquel ne correspondait aucune perception pour nous, habitants de cette Terre, qui n'avons aucune sensation de nous mouvoir autour de quoi que ce soit. Elle avait, cette représentation de Philolaos, néanmoins quelques mérites, dont le principal sans doute était de ne plus accorder à la Terre de statut particulier, de statut, si vous voulez, privilégié, de centre de l'univers. Mais pourtant, elle n'exerça aucune influence ou séduction particulière sur ses contemporains. De 388 à 312, donc au IVe siècle, à peu près contemporain de quelqu'un dont je vais bientôt parler très longuement et qui est Aristote, vécut Héraclide du Pont. Héraclide du Pont, qui a peut-être été élève de Platon et d'Aristote, qui lui produit un modèle géocentrique, donc lui se situerait par là en
disons, en accord avec l'univers des deux sphères, à ceci près qu'il met, d'une part, la Terre en rotation sur elle-même pour expliquer le mouvement, en particulier des étoiles fixes, le lever, le coucher du Soleil et les mouvements de la Lune. Donc, il met la Terre en rotation sur elle-même, en mouvement, ce qui est aussi, de la même façon que de la faire graviter autour d'un feu central était contre-intuitif, ce qui est aussi très contraire à l'expérience que nous avons de l'immobilité de la Terre. Et qui plus est, Héraclite Dupont va mettre Mercure et Vénus en rotation autour du Soleil. C'est-à-dire que ici, dans ces deux systèmes que je viens de décrire, Philolaos et Héraclite Dupont, la Terre est destituée de cette situation privilégiée qui fait d'elle le centre de toutes les rotations dans l'univers. Le plus intéressant, en tout cas sans doute celui qui a le plus marqué les mémoires et dont nous avons gardé de façon plus nette aujourd'hui le souvenir dans l'histoire de l'astronomie, c'est Aristarque de Samos, qui lui a vécu de 310 à 230 avant notre ère, et qui est quelquefois surnommé le Copernic de l'Antiquité, parce que lui propose, alors là carrément, il n'y va pas par quatre chemins, il propose un système héliocentrique. Il place le Soleil au centre de l'univers et il fait graviter autour du Soleil tous les autres astres, Terre y compris. La Terre devient un astre parmi d'autres et tout ce petit monde tourne autour du Soleil. La théorie d'Aristarque, qui nous apparaît aujourd'hui rétrospectivement comme une géniale anticipation, une prémonition extraordinaire du système de Copernic, n'a pas non plus attiré beaucoup de sympathie de la part de ses contemporains. Sans doute, alors d'abord, toujours pour cette raison, qu'elle suppose un double mouvement de la Terre sur elle-même d'une part et d'autre part autour du Soleil qui, je le répète, ne correspond en aucune façon à l'intuition que nous avons de notre condition terrestre. Nous avons le sentiment d'être les deux pieds bien fermement ancrés sur une Terre immobile. Et d'autre part, la théorie d'Aristarque, de Samos, avait l'inconvénient de ne pas rendre compte d'un phénomène astronomique qui, disons, que son système devait rendre prévisible, qui est le suivant. Si vous faites tourner la Terre autour du Soleil, tout ça à l'intérieur de la sphère des fixes, eh bien, il doit se produire un effet optique, un effet géométrique, que vous pouvez constater tous les jours dans votre monde quotidien, y compris sans sortir de chez vous, qui est ce qu'on appelle l'effet de parallaxe. Si, par exemple, vous êtes devant votre écran d'ordinateur, si vous êtes en train d'écouter ce que je raconte devant votre écran d'ordinateur, la largeur de votre écran possède une certaine mesure dans votre champ visuel. C'est d'ailleurs dans cette position que cette mesure est la plus grande. Si vous vous déplacez parallèlement au plan de l'écran, à gauche ou à droite, et que vous regardez l'écran de biais, la distance qui sépare les deux bords verticaux de votre écran d'ordinateur, cette distance, elle vous paraîtra plus petite dans le champ visuel. C'est ce qu'on appelle l'effet de parallaxe. C'est ce qui fait que, par exemple, si vous avez suspendu chez vous, dans votre cuisine, par exemple, une grosse pendule, une de ces pendules de taille importante, et que vous regardez l'heure à la pendule, vous vous apercevrez que quand il est exactement, par exemple, 7 heures, vous voyez la grande aiguille sur le 12, seulement si vous êtes en face. Si vous vous déplacez vers la droite de la pendule, la grande aiguille se déplace à gauche du 12, et si vous déplacez sur la gauche de la pendule, la grande aiguille, elle va se déplacer à droite. C'est d'ailleurs un effet, l'effet de parallaxe, dont on tient compte dans les mesures physiques. C'est-à-dire qu'un physicien qui regarde sur un cadran, il connaît l'effet de parallaxe et il sait qu'il ne faut pas… c'est ce qui vous permet, par exemple, l'effet de parallaxe, c'est ce qui permettait, quand l'affichage de la vitesse, le tachymètre sur les voitures, quand l'affichage de la vitesse
sur le tableau de bord de la voiture n'était pas comme aujourd'hui, n'apparaissait pas en chiffres explicite, mais apparaissait comme une petite aiguille se déplaçant sur un cadran, et que souvent il y avait une certaine distance entre l'aiguille et le cadran où étaient inscrits les chiffres, ça vous permettait d'aller un peu plus vite que ne le croyait le voisin qui était assis à la place du mort et qui voyait nécessairement l'aiguille décalée vers la gauche. Alors, cet effet de parallaxe devrait se constater pour les étoiles depuis la Terre, si cette Terre est en mouvement autour du Soleil. C'est-à-dire que deux étoiles qui nous paraissent à un certain moment séparées par une certaine distance angulaire dans notre horizon céleste, devraient, lorsque la Terre a effectué un quart de tour autour du Soleil, nous apparaître plus rapprochées, et ensuite elle devrait nous apparaître également plus rapprochée lorsque la Terre est diamétralement opposée à l'endroit où on les voyait plus rapprochées précédemment. C'est-à-dire qu'on devrait voir les distances entre les étoiles varier continuellement depuis notre observatoire terrestre si la Terre était en mouvement autour du Soleil. Alors nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas, ou du moins qu'il n'y a aucun effet de parallaxe visible depuis la Terre concernant les étoiles fixes. Pourquoi n'y a-t-il aucun effet de parallaxe visible depuis la Terre pour les étoiles fixes? Pour cette toute simple raison que les dimensions respectives du cercle de rotation de la Terre autour du Soleil et de l'éloignement des étoiles sont tellement disproportionnées, tellement incommensurables qu'il ne peut pas y avoir d'effet de parallaxe. Mais à l'époque d'Aristarque de Samos, on n'est pas du tout persuadé que les étoiles se trouvent si loin que ça de la Terre. Cette sphère à l'intérieur de laquelle tous les systèmes astronomiques, alors là tous sans exception, et pas seulement l'univers des deux sphères, cette sphère des étoiles fixes à l'intérieur de laquelle tous les systèmes astronomiques font se déplacer les astres, eh bien cette sphère, elle est à des distances qui devraient rapporter à nos unités de mesure actuelles dans l'Antiquité qui devaient correspondre à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres, peut-être quelques dizaines de milliers, mais pas plus, Et dans ce cas, si les étoiles étaient situées, mettons, à 1000 kilomètres de la Terre, et si la Terre se déplaçait autour du Soleil en décrivant une trajectoire circulaire, alors là, en effet, nous verrions les distances respectives entre les étoiles fixes changer au cours de l'année, mais ce n'est pas le cas. Et ça, c'est peut-être une raison pour laquelle, une raison scientifique, on va dire, différente du démenti qu'offre l'intuition qui, elle, nous montre la Terre immobile. C'est peut-être une raison scientifique qui a rendu impossible aux contemporains d'Aristarque d'adopter son système. Alors, nous allons maintenant revenir à l'univers des deux sphères et à la première construction théorique. La première construction théorique fondée sur ce modèle des deux sphères. Elle est due à un astronome, Eudoxe de Cnide, qui a vécu de 409 à 356. 409-356, donc Eudoxe de Cnide. Élève de Platon, qui est sans doute celui qui l'incita à s'attaquer au problème du mouvement des planètes, puisque cet Eudoxe vraisemblablement avait voyagé et il semblerait qu'il ait ramené d'Égypte des tables d'observation des mouvements planétaires. Alors, ce sera le point suivant, le point précédent, 4.3.2, c'était l'univers des deux sphères et les théories rivales, c'était l'exposition des théories rivales. Le point suivant, 4.3.3, va être consacré à la description du modèle d'Eudoxe. Eudoxe de Cnide, donc 409-356. Alors, le cadre général du modèle des deux sphères étant posé. Une sphère des étoiles fixes, immobile, au centre, pardon, pas immobile, une sphère des étoiles fixes, avec au centre une Terre immobile, une sphère terrestre immobile.
Une fois ce cadre posé, il faut en organiser les détails. Il faut organiser le détail du système en plaçant à l'intérieur de la sphère des fixes, entre les étoiles fixes et la Terre, tous les astres qui peuplent le ciel, jour et nuit, de façon à rendre compte de leur mouvement. Il est disposé de telle façon que tous ces astres parcourent des trajectoires compatibles avec les données de l'observation, ce qui signifie sauver les phénomènes. Alors, comment Eudoxe va-t-il s'y prendre? Comment va-t-il s'en sortir? D'une façon très ingénieuse, d'une façon très intelligente, d'une façon qui réalise, si vous voulez, la première occurrence d'une véritable proposition d'astronomie mathématique. Et vous allez voir comment. Seulement, avant d'expliquer comment Eudoxe a construit son système à l'intérieur du modèle général des deux sphères, il faut donner quelques éléments de cette discipline qu'on appelle la cinématique. La cinématique, c'est, je le rappelle, je l'avais dit, la cinématique, c'est la science, c'est une bien petite science, bien entendu, par rapport aux mathématiques et à la physique. Mais elle est quelque part, si vous voulez, entre les mathématiques et la physique, encore que très rigoureusement, ce soit plutôt une partie des mathématiques, de la géométrie. C'est la discipline qui étudie les mouvements, qui fait la théorie générale des mouvements, indépendamment de la nature des corps qui se meuvent et indépendamment des causes qui les font se mouvoir. On parlait autrefois de phoronomie, PHO, phoronomie phora, le transport, le déplacement, et nomos, la loi. C'est la science, la phoronomie, on nous dit maintenant la cinématique, qui étudie les lois du mouvement des points. Ce sont des points. Il ne s'agit pas de corps matériel, il ne s'agit pas de corps physique, mais il s'agit de points. Alors, il faut faire un petit détour par cette discipline cinématique. Ce sera le point 4.3.3.1. J'ai mis le plan sur mon blog. 4.3.3.1. Il faut bien comprendre le principe de la composition des mouvements. Il faut d'abord rappeler une donnée de base. Un mouvement, cela a une direction, un sens et une vitesse. Alors, la direction, c'est l'axe qui porte le mouvement. La direction est par exemple rectiligne lorsque vous cheminez sur une route toute droite. Que ce soit à pied, en bicyclette, en voiture, vous marchez sur une route toute droite, mouvement rectiligne. Le mouvement peut être curviligne, si ce mouvement décrit une ou plusieurs courbes. Ce mouvement peut avoir toutes les formes que vous voulez. Il aura une direction, c'est-à-dire un axe porteur. Un axe porteur. Il peut être hélicoïdal, par exemple, si vous écrivez le mouvement d'un escalier en colimaçon. Bref, il a un axe porteur. Ensuite, il a un sens. C'est-à-dire que sur une route toute droite, vous pouvez aller, par exemple, prenez l'exemple d'une route toute droite, là, pas très loin d'ici, la route qui va de Tarbes à Rabastens. Bon, je me souviens d'avoir fait ça, j'étais ado, j'ai fait ça en bicyclette une fois, entre 1h et 2h du matin. J'étais parti de Tarbes, je voyais la lumière de Rabastens, là, depuis Tarbes, et j'avançais, donc, je ne voyais jamais la lumière approcher. La route est absolument droite, et ça, elle est le support d'un mouvement rectiligne. Ce mouvement rectiligne, il a un sens, c'est-à-dire que vous pouvez aller de Tarbes à Rabastens ou de Rabastens à Tarbes. Ça, c'est le sens. Il ne faut pas confondre la direction et le sens, parce que nous utilisons très souvent en français le mot direction pour parler du sens. Mais en cinématique et en physique, c'est pareil pour une force, par exemple. On distingue la direction, l'axe porteur, le sens, c'est-à-dire l'orientation. Enfin, ce mouvement a une vitesse. Une vitesse, alors qui peut être nulle. Par exemple, ce corps en mouvement peut être tout simplement immobile en un point de l'axe porteur. Cette vitesse, elle peut être uniforme. Vous vous déplacez, par exemple, en marchant régulièrement sur une route, mouvement rectiligne uniforme. Ce mouvement peut être accéléré, vous pouvez accélérer, vous pouvez décélérer, etc., etc. Alors, une fois qu'on a
on est en possession de ces trois éléments qui définissent un mouvement en cinématique. La direction, le sens et la vitesse, ou les variations de vitesse. Les variations de vitesse. Vous savez peut-être, par exemple, que le mouvement de chute libre d'un corps à proximité de la Terre est un mouvement rectiligne, un axe rectiligne, dirigé vers le bas, le sens, c'est-à-dire en direction de la Terre, et vous savez peut-être que ce mouvement est uniformément accéléré, c'est-à-dire qu'un corps en chute libre ne cesse d'accélérer. Alors en réalité, physiquement, c'est un peu moins simple que ça, parce qu'il va à un certain moment cesser d'accélérer quand il tombe d'assez haut du fait, par exemple, de la résistance de l'air, mais enfin, le mouvement de chute libre est un mouvement rectiligne uniforme, uniformément accéléré, dirigé de bas en haut. Alors une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre le principe de composition des mouvements. Des mouvements peuvent se composer, c'est-à-dire s'additionner. Par exemple, vous êtes dans un train. Vous êtes dans un train et vous êtes assis à votre place immobile. Par rapport à ce qu'on appelle le référentiel train, si vous vous référez à ce repère qu'est le train, vous êtes immobile. Par rapport au référentiel sol, vous vous déplacez à la vitesse du train, selon un mouvement qui sera, si la voie est toute droite, rectiligne, uniforme, si le train est dans son régime de croisière et avance à une vitesse constante. Ce n'est jamais le cas, parce que vous avez peut-être pris le TGV dans lequel on vous affiche sur un petit écran la vitesse du train, bon, ça ne cesse de changer, mais enfin, c'est un fait que un mouvement rectiligne uniforme, c'est ce qui caractérise votre personne lorsque vous êtes assis dans un train qui file tout droit à vitesse constante. Par rapport au sol, puisque par rapport au train, vous êtes immobile. Maintenant, imaginez que vous vous déplacez dans le couloir du train pour vous rendre, par exemple, à la voiture-bar. Alors là, vous êtes en mouvement par rapport au train, à la même vitesse que vous auriez si vous vous déplaciez sur un trottoir quand vous marchez en ville. Par rapport au sol, vous avez le mouvement du train plus le vôtre, mais comme vous marchez dans un couloir qui est dans l'axe du train, la direction ne change pas. Vous pouvez marcher, selon l'endroit où se trouve la voiture-bar, en direction de la tête du train, en direction de la queue du train. Et dans ce cas-là, par rapport au référentiel train, votre mouvement, il ne changera pas de direction, il changera seulement de sens, il ne changera pas de vitesse, selon que vous allez vers la tête du train ou vers la queue du train. Mais par rapport au sol, en revanche, cela fera une différence. Parce que par rapport au sol, le mouvement restera dans la même direction rectiligne, celle de la voie. Il restera dans le même sens de toute façon. Il restera dans le même sens, toujours dirigé vers la tête du train, à moins que vous soyez capable de courir dans le train à une vitesse supérieure à celle du train, auquel cas, en effet, par rapport au sol, vous vous dirigerez vers l'arrière du train. Mais admettons que vous ne courez pas plus vite que le train. Selon que vous irez, en vous déplaçant de façon rectiligne dans le train, vers la voiture-bar, ou plutôt dans la direction opposée, le mouvement que vous avez par rapport au train s'ajoutera, la vitesse que vous avez s'ajoutera ou se soustraira à celle du train. Si je me dirige, je suis dans un train qui roule par exemple à 100 km/h, je me dirige en marchant vers la tête du train, parce que la voiture-bar est vers la tête du train. Eh bien, si je me dirige vers la tête du train, eh bien, en marchant, je vais à 105 km/h si je marche à 5 km/h, ce qui est la vitesse à peu près normale pour un humain qui se déplace à pied. Donc, je marche à 105 km/h par rapport au sol. Mais si la voiture-bar est vers la queue du train et que je remonte en direction de la voiture-bar, eh bien, je marche dans ce même train qui roule à 100 km/h, je marche à 95 km/h. Composition de deux mouvements rectilignes uniformes. Alors maintenant, compliquons un peu les choses. Un mouvement peut ne pas se dérouler simplement sur un axe linéaire, sur une ligne, que cette ligne soit droite ou qu'elle soit courbe. Il peut se dérouler, ce mouvement, dans un plan. Par exemple, le catadioptre qu'on fixe sur les rayons de la roue de bicyclette. Il va se produire
dans le plan de la roue de bicyclette. Vous imaginez votre bicyclette roulant sur une route toute droite, une route horizontale toute droite. Votre roue de bicyclette, elle tourne, entraînant avec elle le catadioptre. Ce catadioptre, il va effectuer, si vous le regardez passer depuis le bord de la route, un mouvement tout à fait particulier. La selle, le guidon du vélo, pour le spectateur placé à côté de la route, il effectue un mouvement rectiligne. Le catadioptre, il effectue un mouvement qui est la combinaison de deux mouvements, la somme de deux mouvements, le mouvement rectiligne de la bicyclette qui emporte la roue avec elle, et le mouvement rectiligne et le mouvement circulaire de la roue. C'est-à-dire qu'en additionnant ces deux mouvements, vous obtenez quelque chose qui s'appelle une cycloïde. C'est-à-dire imaginez votre catadioptre se déplaçant avec la bicyclette sur la roue. La roue tourne, elle tourne en roulant sur une route rectiligne, elle emporte avec elle le catadioptre, le petit objet lumineux qu'on fixe sur les rayons, eh bien elle l'emporte dans un mouvement qui décrit ce qu'on appelle une cycloïde. Voilà, une série de boucles, elle fait une série de boucles. Alors, là, vous avez composé deux mouvements, de façon un petit peu plus complexe. Compliquons encore un peu les choses. Vous pouvez vous représenter tout ça dans un volume. Par exemple, vous gravissez un escalier en colimaçon. Ce mouvement par lequel vous montez l'escalier en colimaçon, c'est un mouvement qui peut être décomposé comme la somme, l'addition de deux mouvements, un mouvement circulaire uniforme, comme si vous tourniez en rond sur un sol horizontal, et un mouvement rectiligne uniforme en direction du haut. Vous dessinez un mouvement hélicoïdal, vous avez fait la somme du mouvement circulaire uniforme et d'un mouvement rectiligne uniforme lui aussi, dont la direction est verticale et dont le sens est de bas en haut. Alors, ce principe de composition des mouvements, il est évidemment à l'œuvre dans une multitude de dispositifs techniques. Prenez par exemple les manèges de fêtes foraines. Vous avez peut-être fait un petit tour sur ces manèges de fêtes foraines dans lesquels vous avez des mouvements composés. Alors, le carrousel pour les petits-enfants, par exemple, compose assez souvent le mouvement circulaire du manège avec un mouvement de montée et de descente d'un cheval sur un axe vertical perpendiculaire au mouvement circulaire du manège. Vous savez que sur les carousels des enfants, il y a aussi des petites nacelles qui tournent parallèlement au mouvement du manège. Vous avez des mouvements composés. Vous avez dans les manèges de fêtes foraines, alors plutôt pour les plus grands, des choses plus compliquées, puisque vous avez des manèges qui entraînent des nacelles qui tournent, mais qui les entraînent non pas simplement sur un plan horizontal, mais qui les entraînent sur des plans qui font des vagues. Et là, vous avez des compositions de mouvements plus complexes, qui ne sont d'ailleurs pas toujours rectilignes, qui peuvent accélérer ou décélérer. Voilà. Alors, le problème fondamental de l'astronomie scientifique va donc se résumer à ceci: trouver pour chaque astre, pour chacun des astres qu'on fait évoluer à l'intérieur de la sphère des fixes, trouver pour chacun des astres, considérés seulement comme un point géométrique. On considère les astres seulement comme des points. Eh bien, trouver pour chacun de ces astres la combinaison de mouvements circulaires uniformes qui soit le plus possible cohérente avec les mouvements observés depuis la Terre pour cet astre. Et c'est ça que signifie sauver les phénomènes. Il est bien important de comprendre que ce principe de composition des mouvements est la clé de toutes les questions d'astronomie qui concernent les déplacements de corps célestes. Alors après, bien sûr, l'astronomie se pose tout un tas d'autres questions sur la composition physique, chimique des corps célestes, sur les causes de leur mouvement, mais tant qu'il s'agit de décrire, purement et simplement de décrire les mouvements des corps célestes, qu'il s'agisse de planètes, de satellites de planètes,
qu'il s'agisse d'étoiles, qu'il s'agisse de galaxies ou d'amas de galaxies, c'est toujours ce genre de questions que va se poser l'astronomie géométrique. Je le répète, je l'ai déjà dit, l'astronomie a aujourd'hui une multitude de dimensions qui ont ramené ce genre de problème que les Grecs inaugurent à une proportion extrêmement modeste par rapport à l'ensemble de cette discipline scientifique. Il reste que l'astronomie, c'est d'abord et avant toute chose cela. Et lorsque, au tout début de ce cours, je déplorais le défaut criant, le manque catastrophique de culture astronomique, d'instruction astronomique de nos contemporains aujourd'hui, c'est à cette astronomie-là que je pensais. C'est de ça que je parlais. C'est-à-dire que ce qui manque le plus aujourd'hui, ce qui manque le plus à nos contemporains, ce n'est pas des connaissances sur ce qu'il y a dans les trous noirs ou sur ce qui se passe dans les quasars ou sur la façon dont sont organisées les structures des galaxies. Ce qui leur manque, c'est de savoir rendre compte des mouvements qu'ils observent dans le ciel par une construction géométrique qu'ils pourraient s'approprier, qui pourrait habiter leur monde intellectuel de telle façon que les mouvements qu'ils voient se produire dans le ciel ne soient plus pour eux énigmatiques ou ne soient plus interprétés de travers. J'avais peut-être mentionné cet exemple, mais tant pis, je le répète. Je me souviens, il y a peu d'années, d'avoir observé le ciel en compagnie de quelques personnes à la nuit tombante, et une personne avait fait cette remarque: ah, mais on voit bien, là on voit bien, et je m'en étais jamais avisé, avait dit cette personne, on voit bien que la Lune tourne autour de la Terre, puisque tout à l'heure, elle était juste au-dessus de cet arbre, et que maintenant, elle est passée derrière le clocher. Cette personne ne savait pas que le mouvement de la Lune de l'arbre au clocher n'était aucunement imputable au fait que la Lune, satellite de la Terre, tourne autour de notre planète. Ce mouvement de la Lune de l'arbre au clocher est imputable au mouvement de rotation de la Terre elle-même. Voilà ce qui fait, je dirais, le drame de l'instruction astronomique contemporaine, c'est l'incapacité, l'impossibilité de résoudre les apparences en construction géométrique simple. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, enfin pour du moins la première partie de cette séance. Je vais m'arrêter là de façon à pouvoir entamer au moment de la deuxième partie, c'est-à-dire si vous enchaînez les deux, si ça ne dépasse pas vos capacités d'endurance, dans quelques instants. Pour moi, ça n'est pas dans quelques instants, parce qu'en général, j'enregistre les deux parties à des moments assez distants. Mais je réserverai donc la deuxième partie de cette séance du 6 avril donc, à une description du mouvement des astres dans le système d'Eudoxe. Le mouvement des astres dans le système d'Eudoxe. Là, j'expliquerai comment Eudoxe de Cnide s'y prend pour combiner les mouvements des astres de façon à rendre compte des phénomènes observés. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à la deuxième partie.